Il a commencé à me traîner partout, à me taper. Il m'a gardé enfermée longtemps. Il avait un couteau. Il y a tout un truc qui est monté en moi. Je vais mourir. Et c'est fou parce que je me rappelle à quoi je pensais. Je voulais juste voir ma mère, en fait. Bienvenue dans le C'est quoi Show. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zikwa. Et ceux qui me connaissent, merci de continuer à me soutenir. Franchement, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, je reçois Niki. Franchement, j'avais hâte de faire cet épisode-là avec toi parce qu'on a eu un premier échange téléphonique qui a été vraiment révélateur, je dirais. Et puis, on a abordé des sujets qui moi me touchent et que je trouve vraiment vraiment intéressants. Donc franchement, j'avais vraiment hâte. Donc merci déjà d'avoir accepté l'invitation et merci d'être là aujourd'hui. Donc comment tu vas, Niki? Bah écoute, ça va. C'est moi qui te remercie de m'accueillir aujourd'hui à ton show. Je suis hyper contente. Voilà, je suis heureuse d'être là, ouais. Comme tu l'as dit, donc toi, tu viens de Metz. Oui. Ça fait longtemps que tu habites à Metz ou... Écoute, moi, j'ai grandi à Metz quand je suis arrivée en France. Okay. Je suis arrivée au départ du côté de Nantes. Je ne suis pas restée très longtemps, 1 an. Puis ma mère adoptive était amoureuse d'un homme qui vivait à Metz, qui est mon père adoptif, mes parents. Et donc, on s'est installé à Metz et j'ai grandi à Metz. Ok. D'accord, ok. Donc tu as grandi à Metz et comme tu l'as dit, donc tu es arrivé en France donc à l'âge de... 4 mois. Ah oui, 4 mois. À l'âge de 4 mois parce que tu es originaire d'où? Du Brésil, de São Paulo, exactement. Donc tu es né à São Paulo? Je suis née à Diadema, ouais. Une des favelas les plus chaudes de São Paulo, ouais. Et c'est ouf parce que en vrai, je crois que je me souviens quand on avait parlé au téléphone, toi et moi, ça avait duré quoi, 30, 45 minutes, je crois, pas plus. Et pendant ce laps de temps, en fait, j'ai trouvé ton histoire vraiment incroyable. Vraiment, vraiment. Mais vraiment, en fait, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est toute l'évolution, en fait. Toute l'évolution et c'est pour ça que j'avais hâte de faire cet épisode-là avec toi parce que si ça tenait qu'à moi, on serait resté encore 3 heures, tu vois, au téléphone la dernière fois. Franchement, c'était grave, grave intéressant. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a le temps, enfin, entre guillemets, on a le temps. Mais ouais, du coup, moi, ce que je voudrais savoir, c'est déjà... une des premières choses que tu m'as dit quand on a parlé, c'est que très tôt dans ta vie, tu as été confronté au racisme. Moi, je crois que j'y ai été confrontée dès le départ. C'est la raison de... C'est en parlant avec toi la dernière fois de ça que j'ai fait une petite rétrospective. J'ai repensé à des choses. Mais c'est le point de départ de ma naissance, en fait. Le racisme? Ouais. Le point de départ de ta naissance, comment ça? Moi, ma mère biologique, c'est une femme noire du nord-est du Brésil, une région où il y a quasiment que des noirs. C'est une des régions où il y a le plus de pauvreté. Et ma mère, elle avait 14 ans. Son père l'a prise par la main avec un petit sac. Il l'a fait monter dans un bus et il lui a dit « Toi, tu vas à la ville ». Elle a fait 3000 kilomètres. Elle s'est retrouvée à la ville, chez son grand frère. Il faut savoir que ma mère était issue d'une fratrie de 17 enfants. Oh la vache, ok. D'accord. Mon grand-père est noir et ma grand-mère était amérindienne. D'accord. Donc les Amérindiens, c'est les... Alors, c'est Indiens... Alors, on va te dire Indiens d'Amazonie, c'est les Indiens d'Amérique, en fait. Oui, c'est les Indiens d'Amérique. C'est les colons qui ont divisé voilà, c'est ça. l'Amérique du Nord, l'Amérique du Pour Sud. Pour ceux qui ne savent pas... Mais on était un seul et même peuple, en fait, au départ. Et donc du coup, désolé, je te coupe. Donc, t'es amérindienne? Indienne, ouais. Ok. Et pas d'Inde, indienne. Non, oui, les Indiens d'Amérique, les derniers. Parce qu'avant que Christophe Colomb arrive, en fait, quand il est arrivé, il y avait des gens qui habitaient déjà là-bas. Et c'était les Amérindiens, c'était la première population. Les Indiens d'Amérique, quoi. Voilà, exactement. Donc, et ça, souvent, les gens oublient. Les gens nous appellent les Indiens parce que Christophe Colomb pensait arriver en Inde. Il s'est trompé de chemin et tout. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Donc, moi, je suis déjà issue. Ma mère, elle est issue d'un métissage qui est pas. Qui au Brésil, c'était pas forcément le meilleur des métissages.
Un homme noir, une femme indienne, ça colle pas. C'est pas. Ah ouais? Déjà, le métissage entre eux, il est dur. Et puis, le regard des Blancs sur les Noirs, sur les Indiens, on reste... C'est vrai qu'il y a un gros racisme là-bas contre les Amérindiens, qui, du coup, sont la population originaire de la terre d'Amérique. Et les colons sont arrivés. Et bref, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc... Mais je savais pas que entre. Et les colons sont arrivés avec tous leurs esclaves qui étaient venus d'Afrique. Ouais. Donc tout ça mêlé. Moi, je suis pas le plus beau des prototypes brésiliens pour un Brésilien. C'est plus une tare. Et c'est pour ça que je te dis, ma naissance, elle vient déjà d'un problème de racisme. C'est que ma mère est arrivée donc à São Paulo, elle était toute jeune. Le seul boulot que ces femmes-là pouvaient faire, les femmes noires, les femmes indiennes, j'en parle même pas, mais les femmes noires, le seul boulot qu'elles pouvaient faire, c'était ce qu'on appelle dona da casa au Brésil, c'est-à-dire femme de maison. Femme de ménage, ouais. Ah, femme de maison. Elle fait le ménage, elle s'occupe des enfants, elle fait à manger. Des fois, elles étaient rémunérées en ayant un endroit où dormir et à manger. S'il n'y avait même pas de salaire, il fallait savoir qu'à l'époque, une femme de ménage, plus elle était claire de peau, mieux elle était payée. Plus elle était foncée de peau, moins elle était payée. Moi, ma mère, elle est noire. Donc, c'était le fond du panier. Ouais, le fond du... Et ma mère s'est retrouvée dona da casa dans une famille qui avait réussi. Forcément, quand tu as du personnel, c'est que tu as des moyens. Et ma mère a été abusée par l'un des enfants de la famille. L'un des enfants. Ouais, mais il avait une trentaine d'années, quoi. C'était pas un enfant, c'était pas un... Elle était embauchée par un homme et une femme qui avaient des fils d'un certain âge. Ma mère avait 19 ans et l'un des fils a violé la femme de ménage de 19 ans. Ça, c'est abusé. C'est ouf parce que, quand tu regardes un peu, quand tu commences à t'intéresser à tout ça, à cette partie de l'histoire, tu te rends compte qu'en fait, le métissage est venu de là, en fait. C'est toutes les femmes noires qui ont été esclaves, ont été abusées par leur maître, par ou les fils de ces gens-là. Et c'est ça qui a donné... je sais pas si c'était à mon avis, ça doit être ça, mais c'est ça qui a donné les premiers métis au Brésil, c'est le métissage vient de là. Même dans les îles, etc. Donc, c'est... Mais c'est abusé. Du coup, toi, t'es une enfant issue entre guillemets, de cet abus-là. Ouais, complètement. Je suis née d'un viol. D'accord. Je suis née d'un viol et je suis la première victime dans mon histoire du racisme institutionnel. Et du coup, toi, tu t'as dit que t'es arrivée en France à 4 mois. Ouais, donc ma mère n'ayant pas les moyens de s'occuper de moi, puisqu'elle avait été violée par le patron, elle n'allait pas lui dire tiens, voilà ton enfant. Oui, bien sûr. Elle s'est retrouvée, elle avait déjà un fils, ma mère, donc mon grand frère, qui a 1 an de plus que moi. Et elle s'est retrouvée avec 2 enfants toute seule. Et pas de boulot, plus de boulot, puisqu'elle n'y est pas retournée au travail. Et elle a dit qu'est-ce que je fais de cet enfant-là? Donc elle était enceinte, elle a retrouvé un travail dans une autre maison de famille, encore une fois en tant que bonne. Et là, la patronne s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Et elle lui a dit, écoute, je vois que tu es enceinte, c'est compliqué pour toi. Si tu veux, j'ai une copine qui va prendre ton bébé, puis on va trouver une solution. Donc c'est la patronne, la deuxième... C'est la nouvelle patronne, la patronne qu'elle a eue quand elle était enceinte, qui l'a mise sur la voie de l'adoption, quoi. Ok. C'était plutôt une... Elle l'a plutôt sauvée, du coup, dans ce cas-là ou... C'était un business, les enfants venus d'Amérique du Sud, l'adoption en Europe, c'était un business, ouais. Je pense qu'elle a vu une opportunité, plus que... Peut-être qu'il y avait une part altruiste, mais c'était un business. J'ai, juste petit aparté, j'ai découvert qu'effectivement, l'adoption des enfants issus, entre guillemets, du tiers-monde était un business. On est acheté. On est une transaction. Ouais. Et j'ai appris ça et j'ai trouvé ça, mais... Donc, toutes les... Parfois, tu as des associations et tout, etc. Et en fait, derrière, ce qui est caché, c'est comme tu dis, c'est un business et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Parce qu'il y a un influenceur, en bref, qui a été découvert qui a été mis en examen par rapport à ça. Et il y a toutes ces affaires qui ont été mises au clair. Et moi, j'ai découvert ça, je me suis dit, wow, c'est abusé, je m'en serais jamais rendu compte, mais enfin bref. Non, parce que les gens ont tendance à voir la part altruiste, et c'est vrai que moi, ma mère, celle qui m'a adoptée, ma maman, oui, elle avait une démarche, c'était une démarche de je veux sauver le monde à travers un enfant.
Mais derrière, il y a un business. Il faut en être conscient. Mmh. Il y a des enfants qu'on adopte et qu'on ramène, hein, qu'on rend. Comme tu rends ta machine à laver si elle ne te convient pas. il faut le dire, il faut être honnête. L'adoption, ce n'est pas un parcours de santé, c'est pas que du bonheur. Si le bébé, il arrive, il est mignon, il est tout beau, on l'habille, on le change. Mais c'est quelqu'un qui a un parcours, qui a un vécu, qui a une histoire. Bien avant sa naissance, l'histoire, elle est déjà inscrite en lui. Et ça va pas être en tout cas, moi, mon histoire d'adoption, ça va pas été un parcours de santé pour mes parents. Non. Ça a été dur. Parce que du coup, donc t'es arrivé, après tout ça, t'es arrivé en France et tes parents adoptifs, ça s'est passé comme, enfin, j'imagine que tu te souviens pas, mais ils t'ont raconté un peu Moi, ma mère a toujours été transparente. Voilà, de toute façon, je leur ressemble pas. Donc déjà... À quel moment tu as commencé à te poser cette question pourquoi je leur ressemble pas? Ouais. Je pense que ça a commencé très tôt, parce que ça a commencé si tôt que je m'en rappelle pas. Mais je pense que tout de suite, de toute façon, moi, j'étais consciente. Ma mère, c'est pas quelque chose qu'elle m'a caché. Elle me l'a toujours raconté. Tu viens d'un autre pays, tu avais une maman, elle pouvait pas s'occuper de toi. Donc moi, je suis ta maman maintenant. C'est moi qui vais prendre soin de toi. Et ça, je me rappelle. C'est des souvenirs un peu flous, un peu lointains, mais je me rappelle de ma mère qui me raconte. Quand je lui demande pourquoi je suis là, pourquoi... Et elle avait toujours ces réponses qui étaient ce qu'elle connaissait de l'histoire, parce qu'elle ne le savait pas, elle, que j'étais le fruit d'un viol. Pour elle, on lui avait dit, voilà, sa maman, financièrement, ne peut pas s'en occuper, donc c'est un enfant qui a été abandonné. C'était tout ce qu'elle savait. Donc ma mère adoptive, pour pouvoir bien faire la différence entre les deux, ma mère adoptive m'a toujours tenu ce discours de tu avais une maman qui t'aimait, mais qui ne pouvait pas s'occuper de toi. Okay. Et moi, j'ai grandi avec ça. Donc, il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas s'occuper de moi. D'accord. Et donc, ces personnes-là, eux, ils vivaient à Metz. Ouais, exactement. D'accord, okay, on s'est retrouvés à Metz. On s'est retrouvés à vivre à Metz. Et d'accord, ok. Parce qu'en fait, quand je t'avais posé cette question, je savais pas que ça allait remonter aussi loin. Tu te souviens aussi de la première remarque, mais en face à face, de quelqu'un qui te fait remarquer que t'es pas comme les autres? Ouais. La phrase qui était le plus dure, je pense, quand j'étais toute petite, c'est pas ta vraie mère. Ah ouais. Donc là, tu dis, voilà. C'est pas ta vraie mère. Déjà, vous n'avez pas la même couleur. Moi, j'avais des cheveux là, j'ai fait un petit brushing. Mais j'ai les cheveux crépus de nature, frisés. Donc, il y avait déjà cette différence-là. Pour moi, elle était violente. Je ne me reconnaissais pas dans ma famille, dans ce qu'on m'avait dit, voilà, c'est ta famille. Je ne me reconnaissais pas. Et dans ma propre famille adoptive, on me faisait des réflexions. C'est pas ta vraie cousine. T'es pas la vraie fille. Dans ta famille adoptive aussi? Oui, mais bien sûr. D'accord, ok. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a un enfant qui fait la démarche d'adopter que les autres frères et sœurs ou que les grands-parents sont dans la même démarche ou d'accord. Okay. Ouais. Donc, oui, on s'est jamais gêné pour me faire comprendre que je venais pas de là, que j'étais pas d'ici, que j'étais pas forcément légitime pour avoir cette place-là. Ça a dû être dur, non? Comment est-ce que tu vivais ça? C'est violent. T'es enfant, tu comprends pas. Bah ouais. Tu me fais même, là, ça me fait même monter les larmes, mais ça a été violent, ouais. Bah ouais. Ça te casse. On te rappelle mais que tu viens d'une histoire qui est déjà dure. En plus, la plupart du temps, c'est ce que je dis, c'est les racistes, c'est pas des prix Nobel, en fait, parce que pour eux, la différence, ils la cherchent pas dans ton âme, dans ton fond. T'as pas les mêmes cheveux, t'as pas la même couleur, donc t'es différent. Mais en fait, non, je suis pas différente. C'est toi qui es pour moi, maintenant, c'est toi qui es différent de moi. C'est pas, tu vois. Mais ils se mettent toujours dans une position où ils te comparent par rapport à ce que eux ils sont. Ils se mettent pas, eux, dans la position de se comparer, eux. Tu vois, où ça pourrait ouvrir quelque chose. Ils le ferment. T'as pas la même couleur que moi, t'as pas les mêmes cheveux que moi, t'as une grosse bouche, t'as des fesses. Moi, j'avais des formes très tôt, parce que je suis une latina, je suis une sud-américaine, on est précoce. Donc, moi, on me le renvoyait depuis toute petite. Du coup, t'as dû grandir dans... Ouais, j'ai grandi dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là, ouais, parce que...
Et en plus, mes parents adoptifs, mon père adoptif, avait 2 enfants d'un premier mariage. Donc, j'ai des demi-frères qui sont pas les enfants de ma mère adoptive. C'est un peu compliqué à comprendre. Hein. Mais donc, c'était une famille recomposée qui adopte un enfant, si tu veux, si je fais ça grossièrement. Tu sais pourquoi eux, ils voulaient adopter? Alors, en plus, ma mère a adopté toute seule. Elle voulait adopter. Elle n'était pas encore en couple avec mon père adoptif. Il est arrivé après avec ses fils à lui. D'accord, ok. Et on a recomposé cette famille-là. Et elle, ma mère, voulait adopter. Alors, elle m'a déjà raconté plusieurs fois cette histoire. Elle était plus jeune, elle avait 14 ans, ou 12 ans, enfin, elle était plus jeune. Au bord de la plage, elle a vu des enfants qui étaient orphelins aller en colonie de vacances. Et quand elle a vu ces enfants-là, elle s'est dit, moi, un jour, je prendrai un enfant qui n'a pas de famille. Et elle a tenu sa promesse, elle m'a adopté des années après. Ok, d'accord. Donc, ouais, ça doit être dur quand même pour la construction d'un enfant, de vivre déjà dans un contexte comme ça, d'avoir des remarques aussi violentes, tu vois. Du coup, la continuité au niveau scolaire, parce que c'est là où je pense que ça a dû être, je sais pas, tu me dis, mais c'était quoi le contexte le plus difficile? C'était quand tu étais en cours à l'école ou c'était dans la famille? Ou les deux, c'était... Mais c'était pareil partout. Ah ouais, parce que moi, partout. je me suis retrouvée en école privée, dans une école catholique, où il y avait encore des sœurs à l'époque. Et j'étais une des rares enfants de couleur de l'école. Je peux pas dire la seule parce que j'ai pu vraiment... Mais si on était 2, c'était énorme, quoi. Et donc, je vivais déjà le racisme avec les enfants, puisque les enfants répètent ce que leurs parents disent. Donc, c'était toujours des... Il y a toujours eu des marques de racisme avec les enfants, mais là où ça a été le plus dur pour moi, où ça a été le plus violent, c'est que j'ai eu une institutrice qui était sœur, qui était religieuse, qui m'a maltraitée pendant toute l'année scolaire, physiquement, verbalement. Pardon. Mais quand c'était comme ça, il y avait personne qui essayait d'être là pour toi ou de te protéger ou... Les autres élèves le disaient pas forcément, le dénonçaient pas. Moi, j'avais à l'époque, c'était en CE2, hein. Donc on était petits encore. Hein. Ouais, tu m'étonnes. C'était en CE2 et elle me violentait. C'était les guerres, c'était à cause de moi. Comment ça, les guerres? Oui, c'était à cause de moi, du fait que je suis noire. C'est les noirs qui avaient... C'était des discours qu'elle tenait. C'était qu'il fallait que je demande pardon au Christ. Elle me mettait à genoux dans la classe. Il fallait que je demande pardon au Christ d'être ce que je suis. Devant tout le monde? Devant tout le monde ou pas forcément. Quand les autres allaient en récréation, elle me tirait les cheveux. Ouais, c'était dur. C'était dur. T'en parlais à ta mère? J'étais dans une bulle, moi. Moi, je parlais pas quand j'étais petite. J'avais cette peur qu'on me renvoie aussi chez moi. Ah ouais? Donc, je voulais pas faire de vagues quand j'étais gosse. Donc, je disais rien. Je pouvais tomber, je pouvais me faire mal, je pleurais pas, je disais rien. Fallait pas pleurer, je voulais pas qu'on me renvoie, qu'on me laisse à nouveau. Et est-ce que tu avais quand même des moments de joie, des moments où tu pouvais, entre guillemets, être toi-même, où tu pouvais te laisser rigoler ou tu vois, faire, entre guillemets, des conneries ou quoi? C'est compliqué ta question parce que oui, j'ai eu des moments où forcément je rigolais. Mes parents, ils étaient aimants avec moi. Mon père et ma mère, ils m'aimaient. Avec mes frères, j'avais une relation qui était forte, qui était importante. Mais je pense que j'ai très, très longtemps été dans un rôle. Donc, je peux pas te dire... moi, je mangeais tout. J'aimais tout ce qu'on me servait à manger. Je ne me posais pas la question. Est-ce que t'aimes? Est-ce que t'aimes pas? Est-ce que t'es heureuse? Est-ce que t'es pas heureuse? Je voulais plaire aux gens. Donc, j'avais cette capacité à lire dans les yeux des gens ce qu'ils attendaient de moi et à le donner. Tu veux que je sois une enfant sage? Je vais être une enfant sage. Tu veux que je sois une enfant qui fait des blagues, qui rigole? Je vais faire des blagues, je vais rigoler. Tu veux que je ne parle pas? Je parle pas. Tu veux que je sois une enfant qui ment? Je faisais tout pour plaire, pour pas qu'on me laisse. Du coup, ouais, tu étais constamment dans cette adaptation pour pas, de un, t'avais peur qu'on te renvoie, et de deux, ouais, comme tu dis, tu voulais plaire, quoi. Je voulais pas faire de vagues, ouais, plaire et pas faire de vagues, surtout pas faire de vagues.
T'as jamais réussi à te faire des amis, des vrais amis? Si, j'avais des copines à l'école. Hein. Il y avait des filles avec qui j'étais copine. Je me rappelle, Marthe-Émilie Pozza. Je ne sais pas si elle verra la vidéo, j'espère. C'était ma meilleure amie de l'école. D'accord, ok. C'est quelqu'un avec qui, voilà, j'ai été... j'ai eu des amis. Mais c'était toujours un peu dur, toujours un peu dur. Puis quand l'adulte, le référent, il montre... tu sais, dans une classe, tu as 30 enfants. Si la maîtresse, elle focalise sur un des enfants, les autres... Ils vont forcément aussi focaliser sur cet enfant-là pour se faire bien voir de la maîtresse, parce que c'est des enfants, parce qu'il y a un effet de meute, de groupe, que c'est facile d'avoir une tête de punching ball, tu vois. Un bouc émissaire. Ouais, exactement. C'est... En fait, moi, je trouve ça... Parce que je connais des gens à qui ce genre de choses est arrivé et même 2-3 choses que tu dis, même moi je l'ai vécu, tu vois. Donc, et c'est compliqué, tu vois. C'est des choses qui sont compliquées à expliquer, tu vois, mais parce que c'est vraiment dans le ressenti. C'est quelque chose qu'on vit, tu vois, à l'intérieur et des fois, comme tu dis, tu te crées une bulle autour de toi. Et ouais, parce que t'as pas envie de faire de vagues et déjà qu'on dit que t'es différent alors que si tu fais des vagues, putain. Exactement. Tu dois faire plus que les autres alors que... Et puis il y a une forme d'injustice parce que qu'est-ce que j'ai choisi moi de cette vie-là? J'ai choisi... c'est pas à cause de toi en fait. J'ai choisi d'être métisse, d'être adoptée, d'être mate de peau, d'avoir les cheveux frisés, d'avoir... Enfin, c'est une injustice. J'ai rien choisi. Vous me reprochez quelque chose. Et si j'avais pu choisir, peut-être que j'aurais même choisi la même chose. Mais je ne l'ai pas choisi. Et vous me renvoyez à quelque chose qui n'est pas de mon fait. Ouais. Et du coup, ça te... Parce qu'en plus, ça, c'est des âges, comme j'ai dit, c'est des âges qui te construisent en tant que personne. Et ça t'amène des... Moi, je vois ça vraiment comme un verre d'eau. Et au lieu de mettre de l'eau qui est claire, qui est pure, en fait, on te remplit de choses très négatives. Et arriver à un certain moment où voilà, tu te cherches, où tu dois faire certaines choses, tu dois vivre certaines expériences, bah, en fait, c'est ce qu'on appelle la crise d'ado, tu vois. Et tu m'as dit que toi, tu as eu une crise d'adolescence très, très difficile, très, très... Violente. Ouais. J'ai switché du jour au lendemain, quasiment. De la petite fille sage qui parle pas, qui fait pas des vagues, qui se fait pas remarquer, qui veut que tout le monde l'aime pour pas qu'on l'abandonne. Je suis devenue la pire des... La pire. La pire. J'ai toute cette violence qu'on m'avait fait emmagasiner. Parce que les gens, ils te balancent leur violence, mais ils se fichent de ce que tu en fais de cette violence-là. Mais moi, je l'ai gardée. Et un jour, j'ai ouvert la boîte. J'ai dit, maintenant, vous allez tous me prendre ce que j'ai pris, en fait. Je vais rendre à chacun. D'accord. Et ça c'est sous quelle forme est-ce que tu as rendu ça Alors, ça s'est manifesté déjà, premièrement, avec mes parents. Mes parents, je me suis mise en rupture avec eux. C'était vers quel âge, ça? 12 ans, 12-13 ans. Très tôt. Collège, rentrée au collège. Voilà. Cherche pas, c'était la première année de collège. J'ai commencé, peut-être pas la première année, mais la deuxième année, sûr et certain. Donc là, j'ai commencé avec mes parents à être en rupture avec eux. Je communiquais plus avec eux, je voulais plus rien savoir. Tu t'enfermais dans la chambre, tu sortais quand tu voulais. Ouais, voilà, exactement. Je m'enfermais. Quand ça n'allait pas, je sortais. Grosse rupture avec le système scolaire aussi. Parce que moi, j'ai eu cette maîtresse de CE2 qui a été violente. Et j'ai eu une maîtresse en CM2 qui a été violente dans les propos. Qui était très violente dans les propos parce que c'était toujours très narquois. Et donc, toute cette violence que j'avais emmagasinée, le système scolaire, en entrée au collège, je l'ai évacuée là-bas. J'avais pas de respect pour les professeurs. J'avais pas de respect pour la hiérarchie. Oui, parce que les premières choses que tu vois dans l'éducation nationale, c'est des gens qui te traitent mal. Exactement. Donc c'est compliqué, tu vois, quand tu grandis, d'avoir ce respect envers des gens qui, normalement, doivent te protéger, tu vois, et t'apprendre des choses. Ouais, et donc là, je pouvais plus. Et puis, il y avait toujours... Et puis, il y a toujours... Enfin, je suis pas arrivée dans un collège où c'était tout beau, tout rose. Hein. Moi, j'avais des profs qui étaient clairement... hostiles aussi. Il y avait du racisme, il y avait du fait que j'étais adoptée.
Ça aussi, j'ai eu une professeure de maths qui l'a qui l'a annoncé devant toute la classe, alors que c'était quelque chose que je tenais secret depuis 2 ans. Je voulais pas que les gens sachent que j'étais adoptée. Donc, je me promenais jamais avec mon père et ma mère ensemble. J'en ramenais un ou je ramenais l'autre s'il y avait un truc. Et comme scolairement, ça n'allait pas, forcément, je n'avais pas des bons résultats, j'avais toujours des problèmes de comportement. Un jour, mes parents se sont dit, on va aller au conseil de classe ensemble. Et là, la prof de maths découvre que je suis adoptée, alors que moi, ça fait 2 ans que je mens, que je dis, tout le monde avait vu ma mère. Donc, je dis, ma mère est blanche, mais mon père est noir, vous inquiétez pas, c'est pour ça que je suis comme ça. Et là, la prof de maths découvre que mes 2 parents sont blancs. Et donc, mes parents expliquent, oui, on a adopté Leïla, parce que Leïla, c'est mon vrai prénom. On a adopté Leïla. Et donc, le lendemain, en plein cours de maths, mademoiselle, je ne savais pas que vous étiez adoptée. Et là, toute la classe se retourne parce que je mentais à tout le monde. Personne dans mon école ne savait que j'étais adoptée. Là, tous les regards sur moi. T'es adoptée? Pourquoi tu m'as... Elle est adoptée, tu te rends compte? Alors là, c'était la colère, elle s'est démultipliée. Cette prof-là, ça a été l'enfer, elle et moi, toute l'année. Dès que je pouvais lui faire un truc, je lui faisais. Mais bon, c'est moi qui prenais. Comment est-ce que tu expliques qu'est-ce qu'elle avait contre toi, en fait? Juste parce que t'es métisse? Non, je pense que mon comportement. Du fait de toute cette colère que j'avais pas forcément... tu sais, quand un professeur me parlait, je regardais un peu de haut. Je m'en fichais, je faisais pas mon travail. Je séchais les cours, j'arrivais pas forcément à l'heure. Donc, je pense que forcément, tu te fais pas aimer du prof, quoi. J'étais pas assise devant. Hein. Et donc, je pense que tout ce cumul-là, elle en a eu marre, elle a emmagasiné. Le jour où elle a pu me piquer, elle l'a fait. Et c'est horrible quand même, parce qu'elle l'a fait quand même d'une position de pouvoir. Exactement. Et qu'elle, c'est une adulte, tu vois, et elle s'en prend à une enfant qui... t'es au collège, t'arrives... Mais les adultes oublient souvent qu'ils ont un rôle d'adulte. Et parce qu'ils vont voir un enfant qui est soit en souffrance... Tu peux pas mal te comporter et être bien dans ta vie ou dans ton quotidien ou à la maison. C'est impossible. Il y a aucun être humain qui est heureux, qui croule sous le bonheur, qui se dit maintenant je vais faire chier tout le monde. Donc il y a du mal-être. Mais tu es face à des adultes qui font un boulot. Je parle de l'école, qui font un boulot. Est-ce qu'ils sont investis dans ce boulot-là ou pas? Est-ce qu'ils ont envie de comprendre que l'enfant là qui fait chier tout le monde, il est juste en souffrance, il y a un truc qui va pas. Faut aller le voir, faut l'aider. Ils n'ont pas envie. C'est 8h, 16h, je rentre à la maison. Moi aussi, tu vois, le prof, il se dit, le prof ou la prof se dit, moi aussi, j'ai ma vie, quoi. Et c'est là où ça va faire toute la différence entre un prof qui va te traiter comme ça et un prof comme une prof de français que j'ai eue avec qui j'avais une relation. Cette prof-là, j'ai eu une prof de français, parce que la prof de maths, c'était une horreur, mais j'ai eu une prof de français qui, un jour, nous a fait faire une rédaction et qui m'a dit, mais t'as de l'or dans les doigts, mais te gâche pas. Et elle en avait rien à faire de savoir que je pouvais être rebelle dans d'autres cours, que je pouvais me bagarrer à la récré, que... Ah, tu te bagarrais? Mais ça n'allait pas. Moi, ma colère, j'en avais trop à emmagasiner. C'était, tu t'imagines, sur 15 ans de ta vie, t'as eu 10 ans où t'en as bavé. Les 5 années qui suivent, tu fais que c'est comme un mec qui a fait 10 ans de prison. Tu sors, tu vas pas lui dire reste à la maison, bouge plus. Il faut qu'il... Tu vois. Et c'était pareil. Donc oui, c'était pas extraordinaire tout ce que je faisais à l'école. Et du coup, ça a été quoi la suite suite à cette annonce de cette prof de maths? C'est la relation avec les autres de la classe ou même d'autres classes, ça a été comment? Ça a été violent. Violent parce que j'avais menti. Donc ceux avec qui je m'entendais bien ont forcément ressenti une forme de trahison. Ceux avec qui je m'entendais pas s'en sont servis contre moi. Ouais, ta mère, elle voulait même pas de toi, t'as même pas de vrais parents. Donc c'était de nouveau de la violence verbale. Et oui, ça a été... ça a pas été un truc... c'est pas une happy end de film. « Oh, t'es adoptée, c'est incroyable, mais viens, Leïla. » Et je m'appelle Leïla, en vrai. Donc, il y a plein de gens qui pensaient que j'étais maghrébine. Et moi, je laissais. Je disais pas « Non, je suis brésilienne. » Je disais rien. Je laissais les gens penser ce qu'ils voulaient.
Et donc là, quand Leïla a adopté, mais commençait à adopter, oui, je suis née au Brésil. Brésilienne, Leïla, c'est impossible. Le nom et le pays ne collent pas. Donc j'étais encore plus menteuse, en fait. Tu nous as déjà menti, t'étais pas adoptée alors que t'es adoptée. Et voilà, tu mens aussi sur ton prénom. Ça a été un enfer. Parce qu'il y a une chose que parfois les gens oublient, c'est que quand il nous arrive des choses ou quand on a beaucoup de colère ou quoi, c'est qu'on n'a pas forcément envie d'en parler. J'ai l'impression que c'est du vécu quand tu dis ça. Mais c'est vrai, on n'a pas forcément envie d'en parler. Mais des fois, tu n'y arrives même pas. Non, tu n'y arrives pas parce que en fait, déjà, t'as pas les mots, t'as pas... Et quand tu revis ces choses-là dans ta tête, en fait, tu sais pas... Quand je dis qu'on n'a pas les mots, c'est on sait tous parler, etc. Mais c'est tellement incompréhensible pour toi. Pourquoi est-ce que ça t'arrive à toi que tu n'arrives pas à l'exprimer, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est parce que tu n'as pas analysé le truc. Et encore plus quand tu es gosse, quand tu es enfant, adolescent, même jeune adulte, avant d'analyser ce qui t'est arrivé dans la vie. Mais il y a des gens, ils passent une vie entière, ils vont dans la tombe, ils ne se sont jamais analysés. C'est exactement ça. Ils n'ont jamais analysé ce qu'ils ont vécu. Et des fois, on demande à un gosse de 8 ans, 10 ans, d'avoir une analyse. Pourquoi tu as tel comportement? Faudrait que tu réfléchisses. Mais il peut pas. Il peut pas. C'est pas possible. Non, mais c'est impossible. Et toi, on te demande, en fait, quand tu es dans ton mal-être, c'est ce que tu me disais, c'est que on te demande de faire l'analyse et d'expliquer pourquoi. Une fois que, alors, tu dois faire l'analyse pour toi et ensuite, tu dois restituer cette analyse à un adulte qui va enfin pouvoir comprendre, mettre des mots sur ton comportement. C'est pas possible. Moi, j'étais... si je devais me dessiner, je dessinerais une plaie à vif. Une plaie. Et les gens, ils venaient tout le temps mettre le doigt dedans. Mais tu t'imagines, si t'as je sais pas, t'es ouvert sur une partie de ton corps et puis on va mettre le doigt. Personne ferait ça. Mais quand c'est de la douleur psychique, la douleur de l'âme, on s'en fiche parce qu'on la voit pas. Donc les gens, ils y vont avec des mots forts, ils s'en fichent de savoir si ça va te blesser ou même te tuer. Il y a des mots qui tuent. Les gens s'en fichent. Non, parfois, les mots sont beaucoup plus violents que de la violence physique. Il y a des mots qui sont destructeurs. Ouais. Et même, il y a des mots, il y a des mots, il y a des phrases, toute ta vie, tu vas t'en rappeler. Pourquoi ? Alors que, tu sais, des fois, tu oublies ce que tu as mangé la veille, tu vois. Ouais. Mais il y a des mots, des phrases, des comportements, des choses que tu t'oublieras jamais. Parce que ça fait quelque chose au plus profond de toi, tu vois. Et je pense que c'est des choses qui guident ou qui développent un comportement que tu vas avoir, du coup, par la suite. Tu vois. Complètement. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est les mots. Hein. Si tu répètes à un enfant, tu prends 2 enfants. Il y en a un, tu lui dis t'es beau, t'es magnifique, t'es merveilleux, t'es extraordinaire. Et à l'autre, tu lui dis t'es rien, tu vois rien, tu feras rien de ta vie. Toutes les guerres sont à cause de toi. Il va arriver. Il va le croire, tu vois. En plus. À un moment donné, il y croit. Ouais. Et puis, il sait pas quoi faire pour être autre chose. Donc, il va être ce qu'on lui a dit qu'il était. Et moi, on m'a longtemps dit que j'étais ci, ça, ça, et je suis devenue tout ce qu'on m'a dit que j'étais. Ouais, ça c'est ouf. Et quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, comme je disais, en fait, quand tu vis ce genre de choses, t'as pas envie d'en parler, parce que déjà, tu sais pas comment en parler, et que tout simplement, t'as pas envie d'en parler. Et tu te retrouves un peu parfois dans un cercle vicieux, parce que il y a les gens commencent à savoir certaines choses sur toi, mais c'est pas de par toi qu'ils l'ont su, tu vois. Donc parfois tu dois t'expliquer par rapport à ça, mais en fait comme ils ont pas toute l'information, eux ils se font leurs propres idées, tu vois. Donc ils ont leurs propres histoires dans leur tête à eux. C'est fou comme t'analyses. Et ils viennent te voir, tu vois, et toi t'as pas forcément envie de dire parce que tu vois. Flemme. Et du coup ils te prennent encore plus comme un menteur ou un manipulateur ou quelqu'un qui se crée une vie, peut-être, tu vois. Et à la fin de la journée, tu te retrouves seul. Mais moi, je vais être parfaitement honnête avec toi. Il y a des moments où, il y a longtemps où j'ai menti parce que j'avais pas envie. Les gens, ils venaient avec un bout de mon histoire. Ils venaient avec leur fantasme sur mon histoire parce qu'ils avaient qu'un bout, donc ils s'imaginaient des choses. Ils voulaient que je m'explique. Mais c'était des sujets où moi-même, je pouvais pas y aller. C'était trop douloureux.
Ah, donc j'ai inventé une histoire. Alors, tu as inventé une histoire à lui, tu as inventé une histoire à elle, mais c'est pas la même. Donc, les gens ils disent, mais attends, mais elle est complètement... elle est menteuse, elle est mytho, elle est... Et tu deviens encore plus ça, en fait. C'est ouf ce que tu dis, parce que je viens de me souvenir de quelque chose qui m'était arrivé quand j'étais jeune. C'est écho. C'était abusé. Mais comme tu dis, tu vois, t'es enfant, donc tu comprends pas tout. Et comme tu le dis, en fait, t'as envie de plaire, qu'importe la manière, tu vois. Moi, je suis né en Afrique, tu vois. Sauf que avant d'arriver en France, on a vécu en Allemagne. Et je me souviens, quand j'étais à l'école en Allemagne, j'étais jeune, donc ça devait être en maternelle ou même en primaire, tu vois. Et je me souviens, la prof, elle avait des idées de moi, tu vois, parce que j'étais né en Afrique. Et du coup, elle pensait que j'ai vécu la guerre et que je suis venu en France à cause de ça et que... Tu vois, le fantasme, tu vois que dès petit, j'avais déjà des armes à la main en train de faire je sais pas quoi, tu vois. T'es de quel pays en Afrique? Du Togo. Ouais, on fait soldat et tout, elle s'était exactement, tu vois. Donc, moi, je suis comme ça, je dis non, tu vois, non, tu vois. Si. Et du coup, elle, tu vois, elle, en plus, exactement comme tu disais, c'était devant toute la classe, tu vois, donc c'était violent, tu vois. Donc, pareil, tu vois, c'était en Allemagne, j'étais le seul noir de la classe, tu vois, donc c'était déjà difficile pour s'intégrer. Et au moment où ça commence à aller, elle arrive avec ça, tu vois, je me dis, waouh, et puis ça, je sais pas pourquoi, ça continuait, puis à un moment, il y avait un exo, où il fallait raconter une histoire ou se décrire ou un truc comme ça, et puis comme tu as dit, tu vois, bah je leur ai donné ce qu'ils voulaient, tu vois. T'avais quel âge, sans indiscrétion? Franchement, je me souviens plus, mais j'étais très très jeune. Genre collège ou primaire? Non, primaire. Ah, ouais. C'était avant le collège, c'était primaire, tu vois. Putain, mais ça marque. Et du coup, je m'en souviendrai toute ma vie, tu vois. Parce que, tu vois, j'ai senti une satisfaction dans ses yeux, comme quoi... ça y est, j'ai la vraie histoire. En mode, je le savais, tu vois. Et vraiment, c'est un vrai truc que je raconte. Hein. C'est pas, je l'imagine pas, hein, parce que je me souviens très bien. Et c'était un truc en plus, tu sais, c'est des mensonges de petits garçons, tu vois. C'est gros quand même, comme truc que j'avais raconté. Et je me souviens, je l'avais dit. Ouais, je l'ai jamais dit à personne, mais je me souviens, avant d'arriver en Allemagne, c'était la guerre et tout, et j'ai failli mourir, et je me souviens très bien, j'avais une arme et j'ai dû me cacher dans je sais plus ce que j'avais dit, mais dans un espèce de tonneau, je sais pas quoi, sinon on m'aurait tué et tout le monde était là, genre avec des gros yeux, genre en train de me regarder, tu vois, et la prof, elle était là en mode... je crois même elle a applaudi. Ça y est, il se livre. Voilà, j'ai lu en lui comme dans un... Exactement, tu vois. Et le truc, c'est que moi, du coup, c'était la manière dont j'avais trouvé pour que les gens m'acceptent. Parce qu'en gros, bah, eux, c'est un peu comme tu as dit, j'alimentais leurs fantasmes. Ouais, mais c'est exactement ce qu'il y a. Alors que moi, je savais très bien, tu vois, que... Mais c'était une période de ma vie, je crois que je l'ai même jamais dit à ma mère, tu vois, mais... Exclu, maman. En plus, elle regarde, donc... Exclu. Donc, mais c'est pour ça que ce que tu dis, ça me fait... C'est pour ça que j'avais hâte de faire l'épisode là avec toi, parce que c'est incroyable. C'est profond, hein. C'est profond, les blessures de l'enfant. Ah non, mais c'est... Et comme tu as dit, moi, ça, en grandissant, tu vois, tu t'analyses un peu mieux. Et je me suis dit, mais t'as cette prof-là, mais elle se rend pas compte de ce qu'elle a fait, en fait. Ouais, parce que après, tu peux partir dans un trip. Et je te dis, moi, c'est pareil. Ces profs-là, cette institutrice qui m'a saccagé ma vie de petite fille de 9 ans à ce moment-là, elle se rend pas compte que ça... Ah non, du tout. Moi, c'était une injustice. Je devais demander au Christ, pardonne-moi d'être ce que je suis. Et en plus, il faut savoir que j'ai une relation avec Dieu qui est... Il n'y a pas une seconde, tu vois, je trouve une place, je dis merci mon Dieu, je perds mes clés, je dis mon Dieu, sors-moi mes clés tout de suite, arrête de jouer avec... C'est intrinsèque, ça fait partie de moi. Et je devais demander à Dieu, à qui moi le soir, je demandais, je t'en supplie, montre-moi qui est ma mère, je veux connaître ma mère. Ben, la journée, je devais aller dans la classe et lui demander pardon d'être ce que je suis. C'était hyper violent. Et moi, ce que je trouve ouf, parce qu'aujourd'hui, voilà, t'es devenu ce que tu es, t'es à la tête d'une superbe affaire et tout, et moi, j'adore les gens qui ont une telle évolution dans leur vie, parce qu'ils n'abandonnent jamais. Et pourtant, t'as vécu des choses... Tu m'as raconté cette histoire, je sais pas si t'as envie qu'on en parle, mais à un moment, tu t'es fait piéger par des copines
C'était quand? C'était au collège? J'avais 16 ans. T'avais 16 ans. J'avais 16 ans, je sortais de collège, je m'en rappelle, j'avais démarré un BEP vente. Ah, voilà, ok. Parce que forcément, scolairement, j'ai décroché tout le collège, j'ai décroché complet. J'ai pas eu mon brevet. Moi, j'ai pas de diplôme. Hein. Le premier truc que j'ai eu, c'est mon permis à 32 ans, tu vois. Donc, j'avais décroché scolairement. Il fallait que je reprenne quelque chose. Donc, mes parents avaient insisté pour que je reprenne les études. Et on m'a claqué dans un BEP vente. Voilà, tiens, toi, tu vas aller faire de la vente. Et je me retrouve en BEP vente. À ce moment-là, j'avais déjà fugué plusieurs fois. Et j'avais des copines. Je m'étais fait des copines sur Paris. Ok. Je m'étais fait des copines sur Paris et je baroudais pas mal. Je fraudais le train. J'ai l'impression qu'on a le même truc, c'est abusé. J'ai pas fait que des choses bien. Moi, je fuguais pas, mais ton histoire, ça me rappelle des trucs de quand j'étais petit. Enfin, bref. Bah, c'était des fugues annoncées, moi. Hein. Je fuguais pas au milieu de la nuit avec un baluchon. Hein. Je disais à mes parents, ciao, je me casse. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, quand t'as des potes à Paris, faut que t'ailles les voir. C'est là, voilà, déjà, faut que t'ailles les voir. Mais c'est là où les problèmes arrivent, tu vois. Mais Paris, c'est les problèmes. C'est exactement ça. Tu commences à frauder le train et tout. Tu fraudes le train, tu commences à découvrir. Le RER, tu fraudes, tu crées des identités. Si jamais on t'attrape. Complètement. Et j'avais donc ce noyau de copines là à Paris que je m'étais fait. Et alors, il faut savoir que comme j'avais jamais eu de famille qui me ressemblait, ces filles-là, d'une certaine manière, me ressemblaient. Je m'étais identifiée à elles. Pour moi, voilà, je me refaisais une famille, en fait. Je reconstruisais un noyau autour de moi. Sauf que leurs intentions, au bout d'un moment, au début, c'était sympa, la fille qui vient de province, elle est rigolote et nanani. Et puis, je vais parler franchement, c'est une jolie fille, elle est brésilienne, tout le monde s'intéresse à elle, elle attire trop l'attention, ça commence un peu à nous gonfler. Mais j'imagine que dans cette période-là, toi, tu devais être bien. Parce que comme tu l'as dit, quand ça se passe pas bien dans ta famille, c'est pas que ça se passe pas bien dans ta famille, mais comme tu te renfermais sur toi, du coup, il y avait une incompréhension et des non-dits. Et oui, ça se passait mal. Hein, voilà, ça se passait mal. Et tes parents ne te comprenaient pas, toi. J'allais pas vers eux, ils ne supportaient plus ma façon d'être. Oui. Et du coup, tu essaies, toi, de créer une famille à l'extérieur. Factice, tu vois, à l'extérieur, juste parce que ne faites jamais ça. T'essaies d'avoir des gens qui te ressemblent, tu vois. Et ce qui est ouf, c'est que je pense que tu devais quand même te sentir, entre guillemets, bien à cette période-là, parce que tu disais, ça y est. On m'accepte. Et ouais, ça y est. Je me sentais à ma place. Exactement. J'avais l'impression d'être à ma place. Et ça a été, pour moi, oui, c'était une bouffée d'oxygène, en fait. Oui. C'était waouh, ça y est. Tu partais, c'était Paris. C'est loin, personne ne te connaît. C'est des gens qui sont comme moi. Le fait que personne te connaisse à un endroit. Mais c'est extraordinaire. Exactement. Ça te donne un peu trop d'aile. Hein. Ouais. Moi, je me rappelle, ma première expérience à Paris, c'est le métro. Je me dis, mais il y a plein de noirs. Il y a plein de métis, il y a plein de gens comme moi, et il n'y en a pas un qui me regarde en mode c'est qui elle Personne. J'avais trouvé ça extraordinaire. D'être un anonyme. Tu passes inaperçu. Exactement. C'est ce truc-là qui m'a attiré à Paris, c'est de passer inaperçu. Mais apparemment, pas suffisamment. Parce que ouais, ces filles-là qui sont devenues mes copines, au fil du temps, ont commencé à développer une certaine forme de... C'était pas de l'amitié qu'elles avaient pour moi. Et un jour, il y a eu un événement qui a bouleversé ma vie de jeune fille de 16 ans et qui a bouleversé ma vie de femme longtemps. Et parce que du coup, à un moment, tu m'as dit que tu t'es réfugiée dans l'alcool c'est suite à ça. Ouais. Donc ces filles-là, en fait, on était allés en soirée. Pour faire brièvement, on était allés en soirée et pendant la soirée, il y a un mec qui est très insistant avec moi et je sens que ça va pas. L'instinct, c'est ma plus grande richesse, mon instinct, je sens les choses. Et alors parfois j'écoute pas. Mais ce soir-là, je sentais le mec insistant, c'était très bizarre, il y avait une forme d'agressivité sous-jacente, ça n'allait pas. Et à la sortie de cette soirée, on a commencé à rentrer on devait rentrer chez les copines et machin, chacune chez soi.
Et il y a un groupe de garçons qui ont avancé avec nous, qui allaient au même endroit, au même quartier. Chacun devait rentrer chez lui. Et ce mec a continué à insister sur moi. Et les gens, au fur et à mesure, se sont barrés. Ouais. Et je me suis retrouvée seule avec lui. Je me suis retrouvée seule avec lui. Ça a duré plusieurs heures. Il m'a enfermée d'abord dans un local poubelle. Il m'a forcé à monter dans un container à poubelle. J'ai refusé. Il m'a frappée. Et puis, de fil en aiguille, il m'a violée. C'était quoi les étapes après ça? Comment est-ce que tu as réussi à... Enfin, pas réussi, mais comment est-ce que... T'étais comment après ça? Pendant, je suis sortie de mon corps. Je suis sortie de moi. Tu le sais que ça va arriver. Tu sens tu sens que la pression elle monte, que la personne ne dit pas. Dans mon cas à moi, cette personne elle m'a pas dit tiens aujourd'hui je vais te violer. C'était non, j'ai bu, reste avec moi. Et moi j'avais mes copines qui étaient parties. J'étais en panique. J'étais pas chez moi. J'étais pas dans ma ville. Tu sentais que c'était prévu que tu sentais je peux pas dire que c'était prévu depuis des jours ou des semaines. Mais le contexte a fait que ça s'est présenté. Non, mais que tout le monde l'avait senti et tant pis pour elle. Ah oui. Ouais. Tant pis pour elle. Elle a qu'à pas fuguer de chez elle. Elle a qu'à pas... On en revient toujours au même point. C'est de ta faute. T'es en train de vivre une injustice. Mais c'est de ta faute. T'avais qu'à pas te faire remarquer. T'avais qu'à pas être jolie. T'avais qu'à pas sortir avec le mec le plus mignon du quartier. T'avais qu'à pas venir ici. Ça a été tout ça. Je pense que de la part de ces filles que je considérais comme des copines, ça a été ça lui fera la leçon. Tu vois? Ah oui. Et ça a été violent. Donc, pendant que ça s'est passé, je suis sortie de mon corps. Je pense que mon cerveau, à un moment donné, a décidé de décrocher. Parce qu'il faut savoir qu'un viol, c'est quand le sexe se transforme en arme. C'est une arme qu'on braque contre toi et on te tue avec. Et donc, mon cerveau, pour pouvoir survivre, j'ai coupé. Je me rappelle de tout, mais pour moi, je ne suis pas dans mon corps à ce moment-là. Et après, ça a été la descente aux enfers. La descente aux enfers parce que les filles, quand je suis revenue en disant voilà ce qui m'est arrivé, tu leur as dit du coup? Tout de suite. Tout de suite. C'était mes copines pour moi. J'avais pas remarqué. À ce moment-là, j'avais pas remarqué que c'était un piège. Je m'en suis rendu compte quand j'ai porté plainte 10 ans après avec les témoignages de tout à chacun, parce que ça s'est regroupé, ça s'est recollé. Mais à ce moment-là, j'ai 16 ans, je viens de me faire violer. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez ma copine et prendre une douche. Et j'arrive chez ma copine et je lui dis voilà. Et puis elle le voit parce qu'il m'avait frappé beaucoup. Et je suis quelqu'un qui marque très vite. J'ai la peau qui marque. J'avais des bleus partout sur le corps. J'en avais partout. Et donc elle l'a vu. Et elle m'a dit ouais, mais bon. Ah ouais. Voilà. Et moi, j'étais plus là. C'était fini. Il y a quelque chose vraiment. L'expérience du viol, c'est la mort. Tu meurs. Il y a une part de ton âme qui meurt à ce moment-là. Et après, tu vas mettre des années et des années à la réanimer, cette part de ton âme. Mais des années. Est-ce qu'il y avait une part de toi qui disait que c'est de ta faute? Complètement. J'ai cru que c'était de ma faute. Comme si tu te parlais à toi-même et tu te disais, mais tu croyais quoi? Tu croyais quoi? Tu venais à Paris, tu sortais, t'écoutes pas tes parents, t'aurais dû rentrer dans la case, t'aurais jamais dû... c'est toute ta faute. Et donc, suite à ça, il y avait aussi un problème avec mon apparence physique. Je me suis arraché les sourcils et je me suis rasé la tête. Je voulais plus... Je t'ai pas ramené de photos parce que c'est vraiment une période que j'ai du mal à regarder les photos. Enfin, j'ai eu du mal à regarder les photos, mais où j'ai tout fait pour devenir moche. Mais j'étais la plus moche. J'avais plus de sourcils, j'avais ça de cheveux sur la tête. Et j'ai tout fait pour plus exister. Parce que, du coup, t'as dit, après ça, t'es parti chez ta copine et... T'es resté en contact avec elle après ou pas? Pendant des années. Parce que tu savais pas que... Je savais pas que c'était moi.
En gros, elle m'a dit oui, c'est normal aussi. Regarde, tu viens à Paris, t'as un petit copain à Paris, et puis tu sors, puis t'as pas de frère, puis tes parents ils sont pas là. Tu vois, t'as un peu cherché quoi. Moi, elle me l'a fait comprendre comme ça. Et donc, moi, je me suis sentie, c'est de ma faute. J'aurais pas dû. Et elle est sympa, elle reste amie avec moi. Tu vois ? C'est ça qui est horrible en fait quand t'es dans cette situation-là, parce que entre guillemets, tu te dis que personne te comprend et que toi, tu essaies de te créer une deuxième famille à côté. Ils peuvent te faire les pires crasses du monde, mais tu vas toujours chercher à rester avec eux. Mais oui, parce que tu t'es construit en étant la mauvaise personne de l'histoire. Donc, tu restes avec des gens qui peuvent te faire les pires crasses parce que tu te dis, mais de toute façon, c'est de ma faute s'il m'arrive ça. Et que s'ils continuent à me parler, s'ils sont encore... Ils sont gentils de continuer à me parler alors que je suis une plaie. Et c'est longtemps après, avec un gros travail. Je te dis, mais ces gens-là, en fait, ils étaient ignobles. Moi, j'étais juste en souffrance et fragile. Et ils s'en sont servis. Durant cette période, il y a des gens qui ont essayé de te tendre la main. Après coup, quand tu y réfléchis, il y a des gens qui ont essayé de te tendre la main, et que t'as pas saisi. Après ça, j'ai eu un gros problème d'addiction à l'alcool. Je buvais beaucoup parce que j'avais des flashs tout le temps de ce qui s'était passé. Je faisais des cauchemars, j'arrivais plus à dormir. Donc, je buvais pour passer au travers de ça. Et donc, c'est vrai que forcément, il y avait l'alcool, il y avait la fumette aussi, je fumais. Il y a plein de moments de ma vie où je pense qu'il s'est passé des choses et moi, j'étais... ailleurs, déconnectée. Donc, je voyais pas forcément les gens qui me voulaient du bien. Et puis, une fois que tu t'es fait, que tu as été violée, tout est une agression, en fait. Tout est une agression. Quelqu'un qui te regarde dans la rue, t'as peur. Moi, j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Il m'a dit qu'il allait me tuer. Il avait un couteau. Ah ouais. Ça a duré... ça s'est pas fait en 10 minutes, ça a duré des heures, toute l'histoire. Il a commencé à me traîner partout, à me taper... il m'a gardé enfermée longtemps. Il avait un couteau. Donc, il y a tout un truc qui est monté en moi. Je vais mourir. Et c'est fou parce que je me rappelle à quoi je pensais ce jour-là. Je voulais juste voir ma mère, en fait. Ma mère, Martine, celle qui m'a adoptée. Je voulais la voir. Et après, tu vis avec ce truc. T'as peur de mourir tout le temps. Tout le temps. Les gens, ils m'approchaient, ils me parlaient. Je voulais pas le montrer. Mais j'avais peur, qu'on me tue, qu'on me viole à nouveau, Après, t'es une plaie, quoi. T'es un lambeau, t'es un morceau de chair qui souffre, c'est tout. Et t'as personne à qui tu peux en parler. Parce que c'est de ta faute. Parce que tu crois que c'est de ta faute. Donc, tu vas pas aller... avouer que tu es coupable, tu vois, tu dis rien. Tu dis rien et tu gardes ça pendant des années. Moi, je l'ai gardé pendant des années. Et ça a dominé ma vie de jeune adulte. J'ai été guidée que par cet événement-là. Donc, dans quel sens ? Dans tes rapports aux autres, j'imagine ? Dans mes rapports aux hommes, dans mes rapports à l'amitié, dans mes rapports à moi-même. Mon corps, qui je suis, mon corps, c'est qui je suis, tu vois. Tout après a été construit autour de cet événement. J'ai mis longtemps à comprendre, et je ne l'ai pas compris toute seule. C'est quelqu'un qui m'a menée sur cette voie. J'ai mis longtemps à comprendre que dans ma vie, c'était un sac à dos avec plein de pierres qui pesaient très lourd et qu'il n'y en avait pas une qui faisait tout le mal, tout le poids, mais qu'il y en avait plusieurs. Et j'ai dû dire à un moment donné, le viol n'est pas la plus grosse pierre de ce qui m'est arrivé dans la vie. C'est une pierre. Ça a été très long. Comment dire ? Pour se dire ça, faut quand même... C'est un gros travail. Pour se dire que, justement, le viol n'est pas la plus grosse pierre que tu traînes. Ça a été un gros travail, ouais. Mais c'est ce travail-là qui m'a aidée à me retrouver en tant que femme, à accepter d'être à nouveau jolie,
d'assumer que je peux être amoureuse d'un homme, que je peux avoir envie d'un homme. Parce qu'après, tu ne veux plus rien. En fait. Ouais, il y a Et il y a une barrière. Mm. Il y a une barrière c'est un mur. Et c'est de faire ce travail-là, de remettre chaque chose à sa place en disant l'adoption, ça a été une pierre dure de ma vie. Mais avant l'adoption, il y a eu l'abandon. L'abandon, c'est une pierre dure de ma vie. Le racisme, c'est une pierre dure de ma vie. La violence en tant qu'enfant, c'est une pierre dure de ma vie. Le viol, c'est aussi une pierre dure de ma vie. Mais il n'y en a pas une qui prend plus de place que les autres. Je porte ce sac-là. Chaque pierre a son poids. Tu m'avais dit quelque chose aussi qui m'a étonné et que je savais pas trop quoi en penser. Tu m'avais dit que tu as toujours pensé que tu allais mourir avant tes 25 ans. Ouais. Cette pensée, elle vient d'où? Par rapport à cet événement? Je pense que ça, c'est par rapport au viol. Ok. J'ai tout le long de cet événement, j'ai cru que j'allais mourir jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il me relâche. Pour moi, je partais. C'était fini, c'était le dernier jour. C'était là, maintenant. Et cette pensée, elle est restée. Je l'ai gardée du moment où il m'a libérée jusqu'à ce que je dépasse mes 25 ans. J'ai gardé cette pensée-là. Je mourrai avant mes 25 ans. Ça venait de cet événement-là et de la vie que je menais. L'alcool, la drogue, les fréquentations que j'avais, le milieu dans lequel je travaillais, tout ça a fait que je me suis dit, mais moi, on va me retrouver démembrée dans un terrain vague. Et d'ailleurs, je me suis fait tatouer partout. C'est fou, t'as un don pour faire parler les gens. Je me suis fait tatouer chaque membre de mon corps avec des petits tatouages parce que je me disais... Pour qu'on sache... Pour qu'on me retrouve. Qu'on sache que ça, c'est mon pied, ça, c'est mon bras. C'est fou. Malgré tout, ce que tu dis, c'est intéressant. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si tu vivais, mais tu vivais pas. Et tu attendais, entre guillemets, ton heure parce que tu n'avais pas la force de combattre. Mais le fait, tu vois, tu avais quand même des actions pour dire que si jamais je venais à mourir, je veux qu'on me retrouve. Donc c'est quand même une action de sauver moi au secours, ouais. À l'aide. Exactement, tu vois. Ça a été que ça. Des appels à l'aide. Mes relations amoureuses, c'était des appels à l'aide. Mes relations amicales, c'était des appels à l'aide. Les petits tatouages. Le fait que j'ai toujours gardé un lien avec mes parents adoptifs. J'aime pas dire parents adoptifs, parce que pour moi, c'est mes parents. C'est tes parents. Mais pour que les gens comprennent, le fait de garder un lien avec eux, alors qu'à un moment donné, on était en rupture totale, c'était un appel à l'aide, en fait. Me laissez pas. Comment est-ce que tu expliques qu'il t'arrive des choses dans la vie et tu sais pas pourquoi? C'est un engrenage. C'est un engrenage et t'arrives pas à t'en sortir. C'est un engrenage. Et ce qui arrive par la suite est toujours pire, entre guillemets. Comment est-ce que t'expliques qu'on n'a pas cette force pour s'en sortir? Parce qu'on a envie de s'en sortir quand même au fond. Tu vois? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on se retrouve dans des situations limite pires que ce qui nous est arrivé précédemment? Pour ma part, je peux parler qu'en mon nom parce que je connais pas la vie de tout à chacun. Pour ma part, je pense que c'était un processus. Il y a eu un point de départ. Si tu regardes, tu vois, m'a fait un peu le parcours depuis ma naissance jusque-là. Ça a été comme une chute, tu vois. Je suis adoptée, c'est dur, non, c'est de plus en plus dur. C'est un processus où tu vas aller au bout de tes limites, en fait. Tu vas apprendre à te connaître. C'est là-dedans que tu apprends à te connaître. Tu t'en rends pas compte sur le moment. Tu sais pas qui tu es, tu sais pas ce que tu vis. Mais plus tard, tu dis, en fait, j'ai traversé tout ça parce que je suis cette personne. Aujourd'hui, je suis face à toi, je peux te dire, je suis cette femme qui... je suis en paix avec mes parents. Que ce soit mes parents biologiques ou mes parents adoptifs, je suis en paix avec eux. Je suis en paix avec le système scolaire, parce que mon fils est scolarisé, que je veux qu'il marche droit et je veux qu'il file droit à l'école. Je suis en paix avec ma sexualité, parce que oui, j'ai été violée, qu'à un moment donné, la sexualité, c'était devenu quelque chose d'atroce. Mais aujourd'hui, je vis ma vie comme n'importe quelle femme qui ne l'aurait pas vécue.
peut-être même mieux, puisque je me connais. Je sais que je ne suis pas une femme qui aime la violence. Je sais que je ne suis pas une femme qui aime l'injustice. Tu apprends à te connaître dans tes expériences. Et un matin, tu te réveilles et toutes ces expériences, c'est de pire en pire parce que tu vas chercher tes limites. Et un jour, tu te découvres, tu commences à te découvrir et là, tu te relèves parce que tu sais qui tu es. Je suis quelqu'un qui peut surmonter tout ça. J'ai surmonté mes blessures d'enfance, donc ça, je vais le surmonter. Donc je suis quelqu'un qui surmonte les épreuves. Mais tu peux pas savoir que tu vas surmonter des épreuves si tu les vis pas, les épreuves. C'est comme un mec qui court un marathon ou qui court un 400 mètres, peu importe, tant qu'il n'a pas gagné la course. Il sait pas qu'il peut gagner, qu'il est champion. C'est quand il a gagné la course qu'il dit moi, je suis champion de France, moi, je suis champion du monde, moi, je suis champion de... pour être le champion de ta vie, tu vas aller courir ton 400 mètres, puis ton marathon, puis ton triathlon, tu vas aller gagner tes batailles. Et un jour, tu te lèves, tu te dis, voilà, en fait, je suis quelqu'un qui peut supporter ça, surmonter ça. Et c'est quoi la différence entre une personne comme toi qui a réussi à s'en relever de toutes ces expériences-là et par rapport à quelqu'un qui va avoir une vie de descente aux enfers, qui n'arrivera jamais à se relever? Pour ma part, c'est que ma relation avec Dieu. Moi, c'est Dieu qui m'a... Tu sais, mon fils s'appelle Éden. Donc, comme chacun le sait, c'est le nom du paradis, le jardin d'Éden. Et quand j'ai rencontré mon fils, pas le premier jour, pas le jour de sa naissance, mais là, ces dernières années, de sa petite vie, je me suis dit, j'ai traversé tout l'enfer pour aller au paradis. Mon fils, aujourd'hui, c'est mon moteur, ça me fait avancer. Et c'est ma relation avec Dieu qui m'a menée à tout ça. Et une personne qui se relève pas, c'est pas de sa faute, c'est pas parce qu'elle veut pas se relever ou qu'elle a pas les capacités pour... Il y a un moment pour tout. Et il y a des gens qui se relèvent jamais. C'est comme ça. Il n'y a pas de recette miracle, il y a pas de... À un moment donné, chacun va chercher ce dont il a besoin. Moi, j'ai eu besoin de cette descente aux enfers. Et pourquoi est-ce que tu penses que tu as eu besoin de cette descente aux enfers? Parce qu'il fallait que toute cette souffrance, en fait, que j'aille l'explorer. Tout ce qu'on m'avait infligé, tout le départ de ma vie, c'est pas moi qui l'ai décidé. L'enfance que j'ai eue, c'est pas moi qui l'ai décidé. Tout ça, ça a été de la souffrance, comme je te disais tout à l'heure, de la violence que j'ai. Il fallait que j'aille connaître ça. Il fallait que je comprenne ça. Jusqu'où l'être humain, il peut être mauvais. Jusqu'où l'être humain, il peut avoir un côté sombre. Pourquoi ? Parce que dans ma descente aux enfers, j'ai rencontré des gens comme moi qui avaient aussi des parcours de vie particuliers. Et tu te découvres et tu dis, mais en fait, je suis pas tout seul. Il y a plein de gens qui sont en souffrance. Il y en a plein. Et ils ont tous une histoire. Ils ont tous un parcours. La souffrance, t'es pas le seul à la porter. Et soit tu te dis, si, je suis le seul à la porter, je vais pas m'en remettre. Soit tu te dis, je suis pas le seul. Donc, peut-être que lui, il s'en remet pas, mais lui, il s'en remet. Peut-être que moi, je vais m'en remettre. C'est aussi une... La vie, c'est une bataille. Hein. La vie, c'est une vraie guerre. C'est une guerre contre les autres, mais c'est d'abord une guerre avec soi-même. Avec soi, ouais. Est-ce que je laisse tout ça faire de moi la personne la plus dure, la plus méchante? Ou est-ce que, vas-y, je vais affronter, je vais me confronter à moi-même, je vais me découvrir et je vais retrouver... Aujourd'hui, je ris, j'ai de la tendresse, j'ai de l'affection pour... c'est des choses que j'avais plus, que je ressentais plus, j'en avais rien à faire. Comme une coquille vide sans... complet. Et donc, cette coquille, c'est moi la coquille, j'ai tout vidé avec les expériences que j'ai voulu ou que j'ai pas voulu. Hein. Une fois qu'elle était vide, que j'avais enlevé tout ça, c'est moi qui ai fait le choix de la remplir de positif. Et j'ai pris ma vie en main. Je me suis dit, voilà, tu sais, d'arrêter de boire à 24 ans. Quand tu as 24 ans, qu'on te dit, mais si vous continuez à boire et à vous droguer de cette façon-là, vous allez mourir. Tu fais un choix. Mais c'est pas grave, je meurs. Ou non, c'est pas grave. J'ai abîmé tout ça. Mais je vais aller de l'avant.
je vais arrêter, je vais m'accrocher, ça va être dur. Je vais la prendre, la bataille. C'est comme sur un champ de bataille. Soit tu es là avec ton fusil, tu trembles et on va te tirer dessus, tu vas mourir, tu vas être le premier à mourir. Soit tu dis, bah oui, je vais mourir comme les autres peut-être, ou pas, mais je vais me défendre d'abord. Je vais aller me battre. On verra qui gagne. Et pour revenir à la phrase justement que tu m'avais dit que pour toi, tu pensais que... Enfin, tu avais en tête cette idée que tu allais mourir avant tes 25 ans. C'est aussi cette idée-là qui t'a amené à retrouver, à repartir sur les traces de tes origines, donc retourner au Brésil. Et cette histoire, elle est vraiment folle parce que... De toute façon, je vais te laisser la raconter, mais quand on parlait au téléphone, tu m'as dit que le Brésil, c'est un pays qui fait 16 fois la France. Et comme par hasard, tu t'es retrouvé à un endroit, des choses ont fait que, et tu as réussi à retrouver ta mère biologique. Ouais, ça c'est pour moi, c'est... Là, pour moi, c'était la manifestation de Dieu claire, nette et mais si, parce que tu partais pas pour ça, tu partais pas pour la retrouver. Je partais pas pour la retrouver. Pourquoi est-ce que tu... Alors, j'ai 16 ans, j'ai été violée, j'ai rasé mes cheveux, j'ai plus de sourcils, je ressemble à plus rien, je vais mal. Je pense que je vais mourir. Avant mes 25 ans, je vais mourir, je le sais. Et je dis à mes parents, je veux aller... comme quelqu'un qui va mourir et qui veut retourner là où il est né avant de mourir. Je veux aller au Brésil, je veux voir d'où je viens. Et puis comme avec ces filles-là, ces copines, je me rendais bien compte qu'on n'était pas pareil. Je voulais savoir qui j'étais, d'où je venais, à qui je ressemblais pour les gens du pays. Est-ce que je leur ressemble? Est-ce que je suis une tête de Brésilienne? Donc j'ai dit à mes parents adoptifs, je veux qu'on aille au Brésil. Je veux aller là où je suis née. Juste voir. Bon, ok. Et tout le monde me prépare un peu psychologiquement. Est-ce que tu es bien consciente que tu ne retrouveras pas ta mère? Le Brésil, c'est 16 fois la France. Des millions d'habitants. C'est comme chercher. Je ne veux pas voir ma mère. Je sais, je ne la verrai pas. Je veux juste voir d'où je viens. Ok, on y va. Donc, nous voilà partis. Donc, je viens d'avoir 17 ans. Et je te dis, 6 mois en arrière, j'étais enfermée avec un psychopathe qui m'a fait une journée d'enfer. Je viens d'avoir 17 ans, je ressemble plus à rien, je monte dans l'avion, on arrive au Brésil. Et en arrivant à l'aéroport au Brésil, je présente mon passeport français aux douanes. Et le douanier me dit, alors en portugais brésilien, il me dit, ton passeport, ça va pas. T'es mineur, t'es né au Brésil, tu ne peux pas voyager avec un passeport étranger, tu dois avoir un passeport brésilien, tu es brésilienne. Et il me dit tout ça en portugais et je comprends tout ce qu'il me dit. Mais je ne peux pas lui répondre. Mais je comprends ce qu'il me dit. Mais je ne peux pas lui répondre. Et là, je regarde mes parents qui sont avec moi. Je leur dis, il y a un problème avec mon passeport. Je n'ai pas le droit de voyager avec un passeport étranger. Pour eux, je suis brésilienne, je suis mineure, machin. Et donc, le douanier me dit, c'est tes parents? Moi, je fais que des signes de tête parce que je comprends ce qu'il me dit, mais je n'arrive pas à répondre. Et il me dit, je vais aller chercher quelqu'un. Je vais aller chercher quelqu'un, un collègue à moi. Reste là, je vais chercher quelqu'un. Entre-temps, je lui dis, je suis adoptée au Brésil. Tu vois, j'essaye de baragouiner. Il me dit, je vais aller chercher quelqu'un, reste là, tu ne peux pas sortir de l'aéroport comme ça. Mais il me rend mon passeport. Donc, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, en disant, de toute façon, elle est adoptée, je sais pourquoi elle est là. Ou il m'a rendu mon passeport machinalement et qu'après, il s'est dit, merde, j'aurais pas dû lui rendre son passeport à celle-ci. Il me rend mon passeport, je regarde mon père, et mon père, il me dit, cours, on sort de l'aéroport, tu restes pas là. Parce qu'on ne sait pas si je vais en garde à vue, si après, ils veulent plus me rendre. Et là, t'étais où, là? Dans l'aéroport. Mais quel aéroport? De São Paulo. Ok, t'étais déjà au Brésil. On était au Brésil, ouais. À l'arrivée au Brésil. C'était pour rentrer, du coup, dans le pays? Pour rentrer dans le pays, ouais, aux douanes. Ok. Et donc, mon père me dit, cours. Donc, on sort de l'aéroport et on se pose dans un hôtel et mon père contacte l'ambassade, voilà, ce qui s'est passé aux douanes, ma fille, machin. Et l'ambassade lui explique, oui, il lui faut un passeport brésilien tant qu'elle est mineure, donc il faut que vous alliez à tel endroit faire un passeport parce qu'elle ne pourra pas quitter le pays au retour. Dans 3 semaines, elle ne pourra pas revenir. Ils ne la laisseront pas partir.
Elle est brésilienne, il lui faut un passeport brésilien pour voyager. Donc, on se retrouve à aller dans un genre de truc préfecture. C'est pas la préfecture, ça s'appelle cartório, c'est la préfecture. On se retrouve à aller faire des papiers, machin. Ça prend une plombe et des photos et payer un timbre fiscal. Enfin, c'est pas le timbre fiscal, mais payer, machin. Et on est crevés. On a couru à tel endroit toute une journée. Toujours avec tes parents? Avec mes parents. Et mon père dit, stop, on est crevés, on prend un taxi et on rentre à l'hôtel. Et il y a un taxi qui s'arrête. On monte dans le taxi, on s'installe. Et puis, le taxi dit à mon père, touriste. Et mon père lui dit, oui, touriste, mais pas des Américains. Nous, on est des Européens, on est des Français. Pour pas avoir mon père voulait pas le statut de colon américain qui vient dépenser ses dollars. Non, mais on n'est pas américain, on est français. Et le chauffeur de taxi dit des Français et il se met à parler en français. Qu'est-ce que vous faites au Brésil en fait? Et donc mon père lui explique, c'est notre fille qui est derrière. On l'a adoptée quand elle était toute petite et là elle est revenue au Brésil pour retrouver les traces de sa vie. Et puis lui, ça l'intéresse, le chauffeur de taxi. C'est la première fois qu'il tombe sur un truc pareil. Et il demande, mais tu connais ta mère? Je dis non, je la connais pas. Mais t'as son nom, t'as son adresse? Oui, j'ai l'adresse de là où je suis née, mais c'était il y a 17 ans. Il n'y a plus personne qui y habite, j'imagine. Et là, il me dit, non, mais il faut qu'on y aille, en fait. Donnez-moi l'adresse et on va voir où c'est. Et donc, moi, je suis pas trop... Je suis un peu... J'ai des souvenirs un peu flash aussi de ce moment-là, parce que ça a été un moment très important de ma vie. Donc, moi, je me laisse porter. C'est plus mon père qui prend les décisions. Ma mère qui est à côté de moi, elle est dans l'angoisse parce qu'elle m'a adoptée et elle se dit peut-être que je vais perdre ma fille sur ce voyage-là et qu'elle ne voudra plus rentrer avec moi. Oui. Donc, c'était une atmosphère très particulière. Et on se retrouve avec ce taxi à traverser les rues. On arrive dans une favela. Et pareil, le mec, on ne le connaît pas. Tu es dans une favela. Tu dis, mais imagine, maintenant, il nous tue, il vend nos reins, il nous carre de la drogue partout, il nous fait reprendre l'avion dans l'autre sens. Tu vois, t'es dans un truc où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mêlent. Et on arrive devant une baraque, clairement. Et c'est là où ma mère vivait quand elle était enceinte de moi, quand elle vivait avec mon grand frère. J'ai un frère d'1 an de plus que moi. Ça, je le savais, c'était écrit sur mes papiers. Donc j'arrive déjà devant cette baraque et je vois une femme